Mes parents m'ont annoncé que nous ne pouvions pas nous permettre nos traditionnelles vacances à la plage cette année, prétextant des difficultés financières passagères. Je les ai crus. 2 semaines plus tard, je découvrais des photos d'eux se prélassant dans une villa de luxe à Biarritz, avec ma sœur au volant d'une BMW neuve. Une villa et une voiture payées avec les 100 000 € qu'ils m'avaient volés, l'argent de toute une vie de travail et de sacrifice. Mon argent. Avant de vous raconter en détail comment j'ai découvert cette trahison, comment j'ai déterré chaque mensonge et comment je me suis battue pour récupérer ma vie, j'aimerais vraiment savoir d'où vous m'écoutez. C'est une chose que je me demande souvent. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant et réconfortant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager et nous connecter. Tout a commencé lors d'un dîner de famille un dimanche soir, chez mes parents, dans leur pavillon près de la banlieue de Lyon. L'ambiance était faussement chaleureuse, empreinte de cette normalité que nous nous efforcions de maintenir depuis des années. Ma mère, Nathalie, avait préparé un poulet rôti, mon plat préféré. Mon père, Richard, avait ouvert une bonne bouteille de vin. Assise en face de moi, ma petite sœur, Camille, pianotait sur son téléphone, un sourire suffisant aux lèvres, comme toujours. C'est au moment du dessert, entre la poire et le fromage, que mon père a pris un air grave, un masque de circonstance qu'il maîtrisait à la perfection. Il a posé ses couverts, s'est raclé la gorge et a lancé la bombe avec une tristesse feinte. Les enfants. Votre mère et moi avons quelque chose d'important à vous dire. Le silence s'est fait. Camille a levé les yeux de son écran, soudainement intéressée. Comme vous le savez, nous avions prévu de partir tous ensemble à la Côte d'Azur en août, comme chaque année. A continué mon père. Il a marqué une pause dramatique. Malheureusement, nous allons devoir annuler. Une vague de déception m'a submergée. Ces vacances étaient notre rituel, le seul moment de l'année où je déconnectais vraiment de mon travail stressant d'auditrice de risque. C'était notre tradition, un point d'ancrage dans nos vies bien remplies. Ma mère a pris le relais, sa voix douce et pleine de compassion calculée. Nous traversons une période un peu compliquée, ma chérie. Une mauvaise passe financière, quelques dépenses imprévues. Rien de grave, mais assez pour que nous devions nous serrer la ceinture pendant quelque temps. Elle m'a regardé droit dans les yeux, cherchant mon approbation, mon soutien. Et bien sûr, elle l'a eu. Comment aurais-je pu douter? J'étais Sophie, la fille aînée, la responsable, celle qui avait un bon poste, un salaire stable, celle sur qui on pouvait toujours compter. J'ai immédiatement mis ma propre déception de côté. Oh! Je suis désolée de l'entendre, maman. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, on se rattrapera l'année prochaine, ai-je répondu, tentant de les rassurer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'un coup de main, n'hésitez surtout pas. Le soulagement sur leur visage aurait dû m'alerter. Mon père m'a gratifié d'un sourire paternaliste. Merci, ma grande. Tu as toujours été notre pilier, la plus forte de nous tous. On sait qu'on peut compter sur toi. Mais ne t'en fais pas, nous allons gérer ça. C'est juste une question de temps. Camille, de son côté, a poussé un soupir théâtral. C'est nul. Tous mes amis partent en vacances, eux. Ma mère s'est immédiatement tournée vers elle, le visage débordant d'une tendresse que je ne recevais que rarement. Je sais, mon trésor. On est vraiment désolé. On te promet de se rattraper dès que possible. Le reste du dîner s'est déroulé dans une atmosphère pesante. Je suis partie ce soir-là avec un sentiment de tristesse pour mes parents, et une pointe d'agacement face à l'égoïsme de ma sœur. J'ai même envisagé de leur faire un virement pour les aider, pour leur permettre de souffler un peu. J'étais inquiète pour eux, sincèrement. J'étais la bonne fille, le bon soldat, jouant le rôle qu'ils m'avaient assigné depuis l'enfance. J'aurais dû voir les fissures dans leur histoire, le regard fuyant de ma mère quand j'ai offert mon aide, le petit sourire en coin de Camille quand elle pensait que personne ne la regardait. Mais j'étais aveugle, volontairement aveugle. Mon désir de croire en l'image de la famille unie et aimante était plus fort que mon instinct. Cet aveuglement allait me coûter plus cher que tout l'or du monde, plus cher que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Les 2 semaines qui ont suivi ce fameux dîner se sont écoulées dans la monotonie du quotidien. Je me suis plongée dans mon travail, enchaînant les longues journées au bureau,
analysant des portefeuilles de risque pour une grande banque à Lyon. La déception des vacances annulées s'était estompée, remplacée par le stress habituel et une inquiétude latente pour la situation financière de mes parents. Je les avais appelés plusieurs fois, ils m'avaient assuré que tout allait bien, que les choses commençaient à s'arranger. Leur ton était rassurant, presque enjoué. J'avais mis cela sur le compte de leur fierté, leur refus de m'inquiéter davantage. Le couperet est tombé un mardi soir. J'étais rentré tard, épuisé par une réunion qui s'était éternisée. J'avais à peine eu la force de me préparer un plat de pâtes que j'ai mangé sans conviction devant mon ordinateur. Pour me détendre avant de dormir, j'ai ouvert les réseaux sociaux, un rituel mécanique pour faire le vide. Je faisais défiler le fil d'actualité sans vraiment regarder, des photos de bébés, de vacances, de dîners entre amis. Et puis, je me suis arrêté. Une image avait capté mon attention. Ce n'était même pas sur le profil de ma sœur, Camille. Elle était trop maligne pour ça. C'était sur celui d'une de ses amies, une certaine Manon, qui avait identifié ma sœur sur une série de photos. La première image montrait un groupe de filles riant aux éclats, cocktail à la main, au bord d'une piscine à débordement qui semblait se jeter dans un ciel bleu azur. En arrière-plan, une villa d'architecte, blanche et moderne, resplendissait sous le soleil. La légende disait « Week-end de folie à Biarritz ». Merci les parents de @Camille-Dumont pour l'invitation. Mon cœur a raté un battement. Biarritz ? Je me suis redressé sur ma chaise, le souffle court. J'ai cliqué sur le profil de Camille. Rien. Profil privé, comme toujours. J'ai cliqué sur l'identification. Une autre photo est apparue. C'était Camille, seule cette fois, posant fièrement, les mains sur les hanches, devant une voiture. Pas n'importe quelle voiture. Une BMW série 4 cabriolet, d'un blanc immaculé, flambant neuve. La plaque d'immatriculation était encore provisoire. Mes mains ont commencé à trembler. Ce n'était pas possible. Une coïncidence ? Peut-être qu'ils étaient chez des amis ? Des amis très riches, alors. Mon esprit refusait d'accepter l'évidence, cherchant désespérément une explication rationnelle. Et puis j'ai vu la troisième photo. Le coup de grâce. C'était un selfie, pris par la même amie, Manon. En arrière-plan, flou mais parfaitement reconnaissable, se tenaient mes parents. Ma mère, Nathalie, portait une robe d'été coûteuse que je ne lui avais jamais vue, une coupe de champagne à la main, riant à gorge déployée. Mon père, Richard, se tenait à côté d'elle, le bras autour de sa taille, le visage détendu et bronzé, l'air d'un homme sans aucun souci au monde. Loin, très loin de l'homme accablé par les « difficultés financières » qui m'avait annoncé l'annulation de nos vacances 2 semaines plus tôt. J'ai fixé l'écran, mon assiette de pâtes oubliée. Le sang s'était retiré de mon visage. Chaque détail de la photo était une gifle. Le champagne. Le bronzage. Le luxe insolent de la villa. La voiture neuve. Et surtout, leur sourire. Des sourires authentiques, libérés, heureux. Le genre de sourire qu'ils n'avaient plus eu avec moi depuis des années. La nausée m'a envahi. Ce n'était pas seulement un mensonge. C'était une trahison. Une mise en scène orchestrée à la perfection. Ils m'avaient menti, m'avaient manipulé, avaient joué sur ma corde sensible, sur mon sens du devoir et mon amour pour eux. Pourquoi ? Pour s'offrir cette mascarade ? Pour gâter ma sœur, encore et toujours, à mes dépens ? La colère a commencé à monter, une vague brûlante qui a chassé le froid glacial du choc. C'était une colère pure, limpide, comme je n'en avais jamais ressenti. Ce n'était pas juste une voiture ou une villa. C'était le symbole de leur mépris pour moi, pour mon travail acharné, pour les sacrifices que je faisais, pour la confiance aveugle que je leur accordais. Et ce que j'allais découvrir en rentrant à la maison ce soir-là allait transformer ma colère en un brasier incontrôlable, une force dévastatrice prête à tout emporter sur son passage. Je n'ai pas dormi de la nuit. Les images de Biarritz tournaient en boucle dans ma tête, se superposant aux souvenirs de leurs visages tristes et de leurs paroles mielleuses. Chaque mot, chaque regard, chaque promesse était désormais entachée par le mensonge. Au petit matin, les yeux rougis par la fatigue et la rage, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Plus cette fois.
J'ai quitté mon appartement plus tôt que d'habitude, mais je ne suis pas allé au bureau. J'ai conduit ma vieille Toyota, celle avec plus de 200 000 km au compteur et une tache de café indélébile sur le siège passager, en direction de la maison de mes parents. Chaque kilomètre me rapprochant d'eux attisait le feu qui brûlait en moi. En tournant dans leur rue, je l'ai vue. Garée fièrement dans l'allée, comme un trophée, la BMW blanche. Elle était encore plus insolente en vrai, sa peinture brillante contrastant violemment avec les fissures du crépi de la maison. Une maison dont j'avais payé la facture d'électricité pendant mes études. Une maison pour laquelle j'avais sacrifié mes propres vacances. Je suis sorti de ma voiture, le cœur battant à tout rompre. J'ai à peine eu le temps de frapper que la porte s'est ouverte. C'était Camille, vêtue d'un peignoir en soie, une tasse de café fumante à la main, l'air d'une princesse de banlieue. Son sourire s'est figé en me voyant. « Sophie? Qu'est-ce que tu fais là si tôt ?» Je l'ai ignoré et je suis entrée. Mes parents étaient dans la cuisine. Mon père lisait le journal, ma mère préparait des tartines. Ils ont levé les yeux, surpris. « Chérie, quelle surprise !» a commencé ma mère, avec un grand sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « La villa à Biarritz était bien », ai-je lâché, ma voix tranchante comme une lame de rasoir. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Le sourire de ma mère s'est effacé. Mon père a lentement replié son journal. Camille est restée figée dans l'entrée. « Je ne vois pas de quoi tu parles », a finalement balbutié ma mère. J'ai sorti mon téléphone et j'ai affiché la photo d'eux, tout sourire, coupe de champagne à la main. Je l'ai posée sur la table de la cuisine, bien en évidence. Ça ne vous rafraîchit pas la mémoire ? Et la BMW dans l'allée, c'est quoi ? Un cadeau pour service rendu après des années de mensonges ? Le visage de mon père s'est durci. Fais attention à ce que tu dis, Sophie. Non, c'est fini, ça. Fini de faire attention, ai-je rétorqué, ma voix montant d'un cran. Pendant que je me tue au travail, que je m'inquiète pour vos difficultés financières, vous la coulez douce sur la côte basque. Vous m'avez menti. Vous avez utilisé mon argent. C'est là que ma mère a sorti l'artillerie lourde. Les larmes de crocodile. Mais comment peux-tu penser ça de nous ? C'était une opportunité inattendue. Un ami de ton père nous a prêté sa maison. Et la voiture, c'était pour aider Camille, pour son image, pour ses entretiens. Tu sais bien qu'il faut faire bonne impression. Des entretiens, ai-je ri, un rire sans joie. Quels entretiens ? Pour les 3 boulots qu'elle a lâchés cette année ? Camille a fondu en larmes, comme sur commande. Maman, elle est méchante avec moi. Ça suffit, Sophie, a tonné mon père, se levant d'un bond. Ta sœur est fragile. Et puis, nous avions besoin de cet argent. C'était une urgence. Une urgence ? Acheter une voiture de luxe, c'est une urgence, ai-je crié. Vous avez vidé le fonds d'urgence. Le compte que j'ai ouvert, que j'alimente chaque mois pour les vrais coups durs. Et c'est là qu'il a prononcé la phrase. La phrase qui a fait déborder le vase une bonne fois pour toutes. Il s'est approché de moi, a posé ses mains sur mes épaules avec une fausse bienveillance et a dit, le regard condescendant, « Tu as toujours été la forte, Sophie. La plus raisonnable. Tu es douée avec l'argent, tu t'en sortiras. La famille, c'est fait pour s'entraider, non ?» Je l'ai regardé, abasourdi. C'était ça. C'était ma condamnation. Être la forte. Être celle qui doit tout supporter, tout encaisser, tout réparer, sans jamais se plaindre. Ils pensaient que j'allais pleurer, crier, puis finalement ravaler ma peine et nettoyer leurs dégâts comme toujours. Mais ils avaient oublié une chose à mon sujet. Je suis auditrice de risque. Et cette fois-ci, le plus grand risque dans ma vie, c'était eux. J'ai sorti mon téléphone, sous leurs yeux horrifiés, et j'ai composé le numéro de ma conseillère bancaire. Leurs visages se sont décomposés en me voyant composer le numéro. Ma mère a murmuré, « Sophie, non. Ne fais pas ça. » Mais c'était trop tard. Ma décision était prise. Le temps de la gentillesse et de la compréhension était révolu. « Bonjour Madame Martin, c'est Sophie Dumont. J'espère que je ne vous dérange pas », ma voix était étonnamment calme, presque glaciale. Je sentais leurs 3 paires d'yeux fixés sur moi,
un mélange de peur et d'incrédulité. J'aimerais, avec effet immédiat, geler toute activité sur le compte épargne numéro. J'ai récité les chiffres de mémoire, ceux du fameux fonds d'urgence. Oui, tout. Aucun retrait, aucun virement. Et j'aimerais également clôturer le compte joint que j'ai avec ma mère, Nathalie Dumont. S'il vous plaît, transférez le solde restant sur mon compte courant personnel. Immédiatement. Tu n'as pas le droit de faire ça, a hurlé ma mère, tentant de m'arracher le téléphone des mains. Je l'ai repoussé d'un geste sec. C'est déjà fait. Les comptes sont à mon nom. J'ai tous les droits. Je me suis retournée vers Camille, qui me regardait comme si je venais de poignarder son chiot. Profite bien de ta nouvelle voiture, lui ai-je dit, ma voix suintant le mépris. Parce que quand la banque va se rendre compte qu'il n'y a plus de fonds et que le cosignataire s'est retiré, ils viendront la chercher. Et crois-moi, ils ne seront pas aussi compréhensifs que moi. Puis, sans un mot de plus, j'ai tourné les talons et je suis partie. Derrière moi, c'était le chaos. Mon père criait mon nom. Ma mère hurlait quelque chose à propos de la trahison et de la famille. Camille sanglotait bruyamment. Mais je n'ai pas ralenti. Je suis montée dans ma vieille Toyota et j'ai démarré, le cœur battant comme un tambour de guerre. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus la victime. J'étais celle qui faisait peur. Et cette sensation, aussi terrible soit-elle, était délicieusement libératrice. Je pensais que c'était le pire. Je pensais que leur réaction se limiterait à des cris et des larmes. Comme j'étais naïve. Leur vengeance a été bien plus sournoise, bien plus destructrice. Le lendemain, alors que j'essayais de me concentrer sur un dossier complexe au bureau, j'ai reçu une convocation dans le bureau de ma chef des ressources humaines, Madame Leclerc. C'était une femme d'une 50aine d'années, habituellement chaleureuse, mais aujourd'hui son visage était fermé, inquiet. « Asseyez-vous, Sophie », m'a-t-elle dit, en joignant ses mains sur son bureau. « J'ai quelque chose de délicat à aborder avec vous. » Mon estomac s'est noué. J'ai immédiatement pensé qu'ils avaient appelé au bureau pour se plaindre, pour me faire honte. La réalité était 1000 fois pire. Nous avons reçu un appel hier après-midi, a-t-elle commencé, choisissant ses mots avec soin. Un appel d'une personne se présentant comme votre médecin de famille. Mon sang s'est glacé. Cette personne nous a fait part de ça. Profonde inquiétude à votre sujet. Elle a parlé d'un stress extrême, de signes de surmenage alarmants et même d'un possible burn-out sévère avec des troubles du jugement. Elle a fortement suggéré que l'entreprise devrait envisager pour vous un congé maladie d'office, pour votre propre bien. Je la regardais, bouche bée, incapable de prononcer un mot. Madame Leclerc a continué, son regard rempli de sympathie. Évidemment, la procédure est très inhabituelle et nous avons trouvé cela étrange. J'ai donc demandé le nom de ce médecin. La personne a hésité, puis a donné un nom, Dr Martin. J'ai vérifié. Il n'y a aucun Dr Martin enregistré comme votre médecin traitant dans nos dossiers. Sophie, la voix au téléphone, elle ressemblait étrangement à celle de votre mère. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ma propre mère. Elle avait non seulement usurpé l'identité d'un médecin, mais elle avait tenté de saboter ma carrière, de me faire passer pour instable, pour folle, tout ça pour se venger. Pour me punir d'avoir repris le contrôle de mon argent. C'était une cruauté qui dépassait l'entendement. Imaginez. Votre propre mère essayant de vous faire passer pour folle pour vous discréditer au travail. C'est à ce moment-là que j'ai su que toutes les limites avaient été franchies. Dites-moi, sincèrement, dans les commentaires, si cela vous arrivait, quelle serait votre toute première réaction? Que auriez-vous fait à ma place? Moi, j'ai senti la rage faire place à une détermination froide et tranchante. Ils n'essayaient plus seulement de voler mon argent. Ils essayaient de détruire ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'agissait plus d'une dispute de famille. C'était la guerre. Et j'allais la mener avec toutes les armes à ma disposition. J'ai remercié Madame Leclerc pour sa confiance et sa franchise. En sortant de son bureau, la première chose que j'ai faite a été d'appeler Julien. « Allô, Ju ? C'est Sophie. J'ai besoin de ton aide. C'est bien plus grave que ce que je pensais. Julien était mon meilleur ami depuis l'université.
Un ami loyal, brillant, et surtout, un expert comptable judiciaire. Le genre de personne qui pouvait faire parler les chiffres, déterrer des secrets enfouis sous des couches de transactions bancaires. S'il y avait une personne capable de m'aider à y voir clair, c'était lui. Je suis allée directement chez lui après le travail, le cœur lourd mais l'esprit clair. L'épisode avec les ressources humaines avait été le déclic. La peur avait disparu, laissant place à une nécessité impérieuse de découvrir toute la vérité, quelle qu'elle soit. Julien m'a accueilli avec une tasse de thé chaud et un regard compatissant. Raconte-moi tout, depuis le début. Je lui ai tout déballé. Les vacances annulées, la villa à Biarritz, la BMW, la confrontation, le gel des comptes, et enfin, l'appel diabolique de ma mère à mon travail. Il a écouté sans m'interrompre, son visage se durcissant au fur et à mesure de mon récit. Quand j'ai eu fini, il a simplement dit « Donne-moi tes accès. » Tous les comptes auxquels ils ont pu avoir accès, de près ou de loin. Le fonds d'urgence, ton compte courant, la carte de crédit que tu payais pour ta mère. Tout. Je lui ai transmis les informations. Il a allumé son ordinateur portable, un appareil puissant rempli de logiciels que je ne saurais même pas nommer. L'écran s'est illuminé, se reflétant dans ses lunettes alors que ses doigts se mettaient à voler sur le clavier. Pendant ce qui m'a semblé une éternité, la seule chose que j'entendais était le cliquetis des touches et le bruit de la ventilation de l'ordinateur. « Ok. » a-t-il murmuré au bout d'un moment. Commençons par le plus simple. Le fonds d'urgence. Une série de graphiques et de tableaux est apparue. Voilà. Le gros retrait pour la voiture, on le voit bien. Mais regarde ça. Il a zoomé sur une liste de transactions. Mon estomac s'est retourné. C'était une litanie de petites dépenses, étalées sur des années. 150 € par-ci pour un « service de coaching personnel » pour Camille. 250 € par-là pour un week-end dans un spa en Bourgogne pour mes parents. 80 € pour un obscur site de paiement en ligne. Des dizaines et des dizaines de microtransactions, comme des census abreuvant lentement de mon épargne. Ils ont siphonné le compte pendant des années, a expliqué Julien. Des petites sommes, jamais assez grosses pour déclencher une alerte, mais constantes. C'est la technique classique du salami. Il savait exactement comment rester sous le radar. J'étais sans voix. J'avais travaillé des heures supplémentaires pour alimenter ce fonds, me privant de sorties et de vacances personnelles, pensant construire un filet de sécurité pour la famille. Et eux, pendant ce temps, le considéraient comme leur tirelire personnel. Et attends, a dit Julien, ce n'est pas le pire. Il a cliqué sur un autre onglet. Un document est apparu. C'était le contrat de financement de la BMW de Camille. Mon nom y figurait. En toutes lettres. Comme co-emprunteur solidaire. Mais, je n'ai jamais rien signé, me suis-je exclamé. Ils n'en ont pas eu besoin. Regarde la signature. Il a zoomé sur une signature pixelisée et maladroite. C'est ta signature numérique, scannée depuis ton prêt étudiant de 2012. Un travail d'amateur, mais suffisant pour tromper un vendeur pressé de faire une vente. La nausée est revenue, plus forte. Ils avaient falsifié ma signature. Ils m'avaient enchaîné à un prêt de plusieurs dizaines de milliers d'euros sans mon consentement. J'ai avalé ma salive avec difficulté. Au total ? Julien, au total, ça représente combien ? Il a croisé les bras, son regard grave. Il a fait quelques calculs rapides. Entre les retraits directs, les microtransactions, le prêt de la voiture auquel tu es maintenant lié. On parle d'un peu plus de 100 000 €. 100 000 €. Le chiffre a résonné dans ma tête comme un coup de tonnerre. 100 000 €. Mon apport pour un futur appartement. Ma sécurité. Mon avenir. Volé. Mais attends, a dit Julien, le visage encore plus sombre. Il y a un dernier clou dans le cercueil. Le pire de tous. Il a affiché un dernier document. Un acte notarié. Ils ont refinancé leur maison le mois dernier. Pour obtenir un prêt plus important, ils avaient besoin d'un garant solide. Il a pointé une ligne sur l'écran. Sophie Dumont. Garante. Signature falsifiée, encore une fois. C'en était trop. Je me suis levée, les mains tremblantes,
non plus de peur, mais d'une rage froide et pure. Ils ne m'avaient pas seulement utilisé. Ils m'avaient piégé, m'avaient rendu légalement responsable de leurs dettes, de leur maison. Si jamais ils faisaient défaut, c'est moi que les banques viendraient chercher. C'est de la fraude à grande échelle, Sophie, m'a dit Julien, le visage grave. Ce n'est plus une affaire que tu peux régler seule. Il avait raison. L'heure n'était plus à la colère, mais à l'action. Le lendemain matin, armé du dossier que Julien avait méticuleusement préparé, je me suis rendu au commissariat central de Lyon. La guerre était déclarée, et j'étais prête à la gagner. Le commissariat central de Lyon est un bâtiment imposant qui peut être intimidant. Mais ce matin-là, en poussant ces lourdes portes, je n'ai ressenti aucune peur. Seulement une froide détermination. Le dossier préparé par Julien était sous mon bras, une compilation méthodique de trahisons chiffrées, de mensonges documentés. Chaque page était une arme. On m'a dirigé vers le service des affaires financières et économiques, un étage au couloir silencieux où l'on traite des crimes sans violence physique mais qui détruisent des vies tout aussi sûrement. Une femme m'a accueilli dans son bureau. Elle s'est présentée comme l'inspectrice Dubois. La cinquantaine, des cheveux gris coupés courts, un regard perçant et direct qui semblait avoir vu toutes les facettes de la misère humaine. « Asseyez-vous, mademoiselle Dumont. » Mon collègue de l'accueil m'a dit que c'était urgent et complexe. Je vous écoute. J'ai posé le dossier sur son bureau. Inspectrice, je suis ici pour porter plainte contre mes parents, Richard et Nathalie Dumont, et ma sœur, Camille Dumont, pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, et usurpation d'identité. J'ai prononcé ces mots d'une voix claire, sans trembler. L'inspectrice Dubois a haussé un sourcil, mais n'a montré aucune autre surprise. Elle a ouvert le dossier et a commencé à le parcourir, page après page. Le silence dans le bureau n'était rompu que par le bruit du papier qu'elle tournait. Je la regardais faire, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. Elle a passé de longues minutes à examiner les relevés de comptes surlignés par Julien, les contrats de prêt, les copies des signatures falsifiées. Elle a comparé la signature scannée et maladroite avec une copie de ma vraie signature que j'avais apportée sur ma carte d'identité. Finalement, elle a relevé la tête, son regard fixé sur moi. « Mais, ce sont vos parents, mademoiselle. Votre propre famille. Vous êtes absolument certaine de vouloir aller jusqu'au bout ? Une fois la machine judiciaire enclenchée, il est très difficile de l'arrêter. » C'était le test. Le moment où elle évaluait ma détermination. Elle avait besoin de savoir si j'allais flancher, si j'allais me rétracter à la première pression. « Inspectrice », ai-je répondu, en la regardant droit dans les yeux. Hier, ma mère a appelé mon employeur en se faisant passer pour un médecin. Elle a dit que je souffrais de troubles mentaux et que je devais être mise en congé d'office. Ils n'ont pas seulement volé mon argent. Ils essaient activement de détruire ma vie. Alors oui, je suis certaine. Je ne reviendrai pas en arrière. Son expression a changé. La lueur de doute dans ses yeux a été remplacée par une lueur de respect. Elle a hoché la tête lentement. Très bien. Dans ce cas, nous allons ouvrir une enquête préliminaire. Elle a attrapé un bloc-notes. Racontez-moi tout, depuis le début, avec le plus de détails possible. Pendant plus d'une heure, j'ai refait le récit de ces dernières années. J'ai parlé de mon rôle de « fille forte », des sacrifices financiers que j'avais faits, de leur manipulation émotionnelle constante. J'ai détaillé la découverte de la villa, la confrontation, et chaque élément que Julien avait mis en lumière. L'inspectrice Dubois prenait des notes, posant des questions précises et pertinentes, ne laissant rien au hasard. Quand j'ai eu fini, elle a refermé son carnet. Ce que vous décrivez ici, mademoiselle Dumont, est un cas d'école d'abus financier familial. La falsification de signatures sur le prêt de la voiture et surtout sur le refinancement de la maison sont des délits très graves, passibles de peine de prison ferme. Le dossier que votre ami a préparé est excellent. Il va nous faire gagner un temps précieux. Elle s'est levée, me tendant la main. Nous allons prendre votre déposition officielle maintenant. Un de mes collègues va s'en charger. Soyez prête, les choses vont probablement bouger vite. Nous allons devoir les convoquer. La réaction risque d'être intense. Je suis prête, ai-je simplement répondu en lui serrant la main.
En quittant le commissariat, j'ai ressenti un mélange étrange de peur et de libération. La machine était enclenchée. Le processus était irréversible. J'avais franchi le point de non-retour. Mais je ne savais pas encore à quel point ma famille était prête à se battre salement, à quel point leur désespoir les rendrait dangereux. J'avais déclenché une guerre, et la première bataille était sur le point de commencer. Quelques jours à peine après ma déposition, la foudre s'est abattue sur la maison de mes parents. Une lettre recommandée du commissariat de police les convoquant pour une audition. La machine judiciaire, comme l'avait dit l'inspectrice Dubois, était en marche, et elle ne faisait pas de sentiment. Le téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. D'abord mon père, sa voix un mélange de fureur et de panique. « Qu'est-ce que tu as fait, Sophie ? La police ? Tu es en train de détruire cette famille. » Je n'ai pas répondu. J'ai raccroché. Puis ma mère, en larmes, suppliante. « Mon bébé, s'il te plaît, retire ta plainte. On peut arranger ça entre nous. Ne nous fais pas ça. » J'ai raccroché. J'ai bloqué leur numéro. Mais cela ne les a pas arrêtés. Ils ont commencé à appeler de numéros masqués, à laisser des messages vocaux où se mêlaient les menaces, les supplications et le chantage affectif. J'ai décidé de ne plus écouter. Cependant, je savais que je devais les affronter une dernière fois. Pas pour négocier, pas pour pardonner, mais pour leur signifier en personne que c'était terminé. Je devais leur montrer que leur manipulation n'avait plus d'effet sur moi. Je suis retournée à la maison familiale un soir. L'atmosphère était électrique, chargée de ressentiment. Ils m'attendaient tous les trois dans le salon, comme un tribunal. Mon père faisait les 100 pas, le visage rouge de colère. Ma mère était assise sur le canapé, un mouchoir à la main, me lançant des regards assassins. Camille était avachie dans un fauteuil, le visage boudeur. Je ne suis pas venue pour me disputer, ai-je commencé, ma voix calme contrastant avec la tension ambiante. Je suis venue vous dire que c'est fini. J'ai tout raconté à la police. Absolument tout. Les comptes vidés, les signatures falsifiées, le refinancement de la maison. Ils ont toutes les preuves. Mon père s'est arrêté net. Tu es folle. Complètement folle. Tu vas envoyer tes propres parents en prison ? Vous vous êtes envoyé en prison tout seul le jour où vous avez décidé de faire de moi votre banque personnelle et votre bouclier juridique, ai-je rétorqué froidement. Ma mère s'est mise à pleurer plus fort. Après tout ce qu'on a fait pour toi. T'élever, te nourrir. C'est comme ça que tu nous remercies. En nous jetant au loup ? Me remercier, ai-je répété, incrédule. Vous ne m'avez pas élevé, vous avez élevé une pourvoyeuse de fonds. Vous n'avez pas nourri une fille, vous avez engraissé une vache à lait. C'est à ce moment-là que Camille, qui était restée silencieuse jusqu'alors, a explosé. Elle s'est levée d'un bond, ses yeux lançant des éclairs de haine pure. C'est de ta faute, a-t-elle hurlé, le doigt pointé sur moi. Tout est de ta faute. Tu as toujours tout eu. La carrière parfaite, l'argent, l'approbation de tout le monde. Tu ne supportes pas de nous voir heureux. C'était enfin notre tour d'avoir de belles choses. Notre tour. Sa rage était si intense, si irrationnelle, qu'elle en était terrifiante. Elle cherchait quelque chose à jeter, ses yeux balayant la pièce frénétiquement. Son regard s'est posé sur la cheminée. Sur le manteau de la cheminée se trouvait un magnifique vase en porcelaine de Limoges, bleu et or, que je leur avais offert pour leur 30e anniversaire de mariage. Je l'avais payé une fortune, économisant pendant des mois pour leur faire ce cadeau, un symbole de mon amour et de ma gratitude d'alors. Avant que quiconque ait pu réagir, elle s'est jetée sur le vase, l'a arraché de son socle, avec un cri de pure fureur, l'a projeté de toutes ses forces contre le mur opposé. Le bruit du vase se brisant en 1000 morceaux a résonné dans le silence assourdissant qui a suivi. Les éclats bleus et dorés ont jonché le sol comme les débris d'une vie passée. C'était le son de la fin. La destruction de ce dernier symbole de l'amour que je leur avais porté. À cet instant précis, en voyant les visages choqués mais non réprobateurs de mes parents face à l'acte de leur fille chérie, j'ai su que je ne ressentirais plus jamais la moindre once de pitié ou de tristesse pour eux. Il n'y avait plus rien à sauver. Plus rien à pleurer. La bataille ne faisait que commencer, et ils venaient de me montrer qu'ils ne reculeraient devant aucune bassesse, aucune destruction.
Mais une chose avait changé. Le prochain coup, celui qui viendrait des tréfonds de leur désespoir, ne m'atteindrait plus. J'étais déjà ailleurs, loin de leurs débris. Après la scène du vase brisé, je suis parti sans un regard en arrière. J'ai laissé derrière moi les ruines de ce qui avait été ma famille, les éclats de porcelaine sur le sol symbolisant parfaitement l'état de nos relations. La guerre n'était plus froide, elle était ouverte, déclarée, et le champ de bataille était désormais légal. Les semaines qui ont suivi ont été un long tunnel de procédure. L'enquête de l'inspectrice Dubois a été rapide et efficace. Avec le dossier de Julien et mes déclarations, l'épreuve était accablante. Le procureur de la République a rapidement décidé de poursuivre. Des accusations formelles de fraude, de vol d'identité et d'abus financiers ont été déposées contre Richard et Nathalie Dumont. Camille, quant à elle, faisait l'objet d'une enquête séparée pour complicité et recel. Le filet judiciaire se resserrait autour d'eux, et leur panique est devenue palpable. Ils ont engagé un avocat qui a immédiatement tenté une contre-offensive. Sa stratégie était simple et odieuse, me dépeindre comme une fille instable, jalouse et vindicative. Il a contacté la banque, prétendant que j'avais donné mon consentement verbal à toutes les transactions. Il a tenté de noyer la police sous des attestations de moralité de la part de vagues connaissances, toutes vantant les mérites de mes pauvres parents dévoués. C'est là qu'ils ont activé le deuxième front, la famille élargie. Mon téléphone s'est mis à sonner à nouveau. Cette fois, ce n'étaient pas eux, mais mes oncles, mes tantes, mes cousins. Ils avaient tous reçu la même version de l'histoire, celle de la pauvre Sophie, qui, après une dépression nerveuse, s'acharnait sur sa famille innocente. « Allô, Sophie ?» C'est Tati Lydia, a commencé la sœur de ma mère, sa voix suintant la fausse compassion. J'ai appris ce qui se passe. Ma pauvre chérie, tu dois être si perdue. Mais tu ne peux pas faire ça à tes parents. La famille, c'est sacré. Ils t'aiment, tu sais. Puis ce fut mon oncle Marc, le frère de mon père. Son ton était plus direct, plus menaçant. Écoute-moi bien. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais tu arrêtes ça tout de suite. Tu es en train de salir le nom de notre famille. Ton père est au plus mal à cause de toi, sa tension est montée en flèche. Tu veux sa mort sur la conscience ? Chaque appel était une nouvelle tentative de manipulation, une nouvelle vague de culpabilisation. Ils essayaient de m'isoler, de créer un mur de réprobation autour de moi, espérant que la pression sociale et familiale me ferait craquer. Ils me bombardaient de messages, de photos de mon père l'air fatigué, de souvenirs d'enfance heureux, comme autant de tentatives pour réveiller la Sophie d'avant, celle qui finissait toujours par céder. C'était épuisant. Chaque sonnerie de téléphone me faisait sursauter. Je rentrais chez moi le soir, l'estomac noué, redoutant la prochaine attaque. Julien était mon roc durant cette période. Il filtrait mes appels, lisait les messages à ma place et me répétait sans cesse « Tiens bon. » C'est la stratégie du désespoir. S'ils font ça, c'est qu'ils savent qu'ils ont perdu sur le plan légal. Il avait raison. Leur agitation était le signe de leur défaite imminente. Chaque attaque, chaque mensonge ne faisait que renforcer ma résolution. Je savais que je ne pouvais plus reculer. Pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui, un jour, pourraient se retrouver dans une situation similaire, piégées par l'amour et le devoir. Pendant ce temps, la banque, alertée par l'enquête policière, avait lancé sa propre procédure. Le prêt de la BMW a été annulé pour cause de fraude, et la voiture a été saisie par un huissier. J'ai reçu un appel de Camille, hystérique. Ils ont pris ma voiture. Ma voiture. C'est de ta faute. Je te déteste. Le processus de saisie de la maison a également été enclenché, le refinancement basé sur ma signature falsifiée étant désormais nul et non avenu. Ils allaient tout perdre. La maison, la voiture, leur réputation. Le château de cartes qu'ils avaient construit sur mes sacrifices était en train de s'effondrer. Le jour du procès approchait. Leur avocat, voyant que sa stratégie de dénigrement ne fonctionnait pas, a tenté une dernière approche, une offre de plaider coupable en échange d'une peine plus légère, à condition que j'écrive une lettre au juge demandant sa clémence. Il pensait encore qu'une partie de moi pouvait être manipulée. Ils ne comprenaient pas que la Sophie qu'ils avaient connue était morte, enterrée sous des milliers d'euros de dettes et des tonnes de mensonges.
La femme qui se préparait à aller au tribunal était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, et qu'ils auraient dû craindre. Le tribunal de grande instance de Lyon était un lieu froid et impersonnel, baigné d'une lumière crue qui ne laissait aucune place à l'ombre. L'air sentait la poussière, le vieux papier et l'anxiété. Je me suis assise sur un banc en bois dur dans la salle d'audience, le dos droit, les mains posées à plat sur mes genoux. Julien était à côté de moi, sa présence silencieuse et solide était un réconfort immense. On a fait entrer mes parents. Ils semblaient avoir vieilli de 10 ans. Ma mère, Nathalie, portait un tailleur gris trop sévère pour elle, le visage ravagé malgré une épaisse couche de maquillage. Mon père, Richard, flottait dans un costume qui semblait trop grand, le regard fuyant, fixé sur le sol. Ils n'ont pas osé me regarder. Ils ressemblaient à des étrangers, des versions diminuées et pathétiques des tyrans qui avaient régné sur ma vie. Camille était assise dans la galerie, quelques rangs derrière eux. Elle n'avait pas l'air triste. Elle avait l'air en colère, les bras croisés, les lèvres pincées, me fusillant du regard. Aucune once de remords. Juste de la haine pure pour celle qui avait fait s'écrouler son monde de privilèges. La cour est ouverte, a annoncé l'huissier. Le juge, un homme à la chevelure blanche et au regard sévère par-dessus ses lunettes, a pris la parole. Nous sommes ici aujourd'hui pour le jugement de Richard et Nathalie Dumont, accusés de multiples chefs de fraude, d'abus de confiance, de faux et usage de faux et d'usurpation d'identité. Il a feuilleté son dossier. Il a été porté à la connaissance de la Cour que les accusés souhaitent plaider coupables dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. L'avocat de mes parents s'est levé pour confirmer. C'était leur dernière stratégie, admettre leur culpabilité pour éviter un procès public long et humiliant, et espérer la clémence du juge. Très bien, a dit le juge. Avant de prononcer la sentence, la Cour va entendre la déclaration de la victime. Mademoiselle Sophie Dumont, veuillez vous approcher. Mes talons ont claqué sur le sol en marbre. Chaque pas résonnait dans le silence de la salle. Je me suis tenue à la barre, le cœur battant, mais la voix claire. J'avais préparé un texte, mais en voyant leur visage, j'ai décidé de parler avec mon cœur. Votre honneur, ai-je commencé, en regardant le juge, puis en me tournant pour faire face à mes parents. Aujourd'hui, on parle de chiffres. On parle de 100 000 euros. Mais ce qu'ils m'ont volé ne peut pas être quantifié. J'ai fait une pause, laissant le poids de mes mots s'installer. Ils ne m'ont pas seulement volé de l'argent. Ils ont volé ma confiance dans les gens que j'aimais le plus au monde. Ils ont volé ma tranquillité d'esprit, me laissant dans la peur constante de découvrir une nouvelle dette, une nouvelle trahison. Ils ont utilisé mon nom comme une carte de crédit sans limite, mon avenir comme leur fonds d'urgence personnel, et mon silence comme leur complice. Je voyais ma mère commencer à pleurer. De vraies larmes, cette fois. Toute ma vie, ai-je continué, ma voix se brisant légèrement mais tenant bon, on m'a répété que j'étais la forte. C'était un compliment, pensais-je. En réalité, c'était une cage. Être la forte signifiait que je n'avais pas le droit d'être fatiguée, pas le droit de dire non, pas le droit de penser à moi. Être la forte signifiait que mon rôle était de donner, encore et encore, sans jamais rien attendre en retour. Et le jour où j'ai osé dire stop, le jour où j'ai utilisé cette force non plus pour les soutenir, mais pour me protéger, je suis devenue la méchante. La traîtresse. La fille qui détruit sa famille. Je les ai regardés droit dans les yeux. Mais une famille ne se vole pas. Une famille ne se détruit pas par la vérité, mais par les mensonges. Vous n'êtes pas ma famille. Plus maintenant. Vous êtes juste les personnes qui m'ont mise au monde et qui ont ensuite essayé de m'anéantir. Et je ne vous laisserai plus jamais faire. Je suis retournée m'asseoir, les jambes tremblantes. Julien m'a serré la main. Le juge a pris un long moment, feuilletant le dossier, le visage impénétrable. Finalement, il a relevé la tête. Compte tenu de l'ampleur et de la durée des faits, du caractère systématique et prémédité de l'escroquerie, et de l'abus flagrant de la confiance d'un membre de votre propre famille. Il a marqué une pause. Cette cour condamne Richard et Nathalie Dumont à une peine de 5 ans de prison, dont 2 ans avec sursis probatoire, et 3 ans de prison ferme. Une restitution totale des sommes détournées, soit 103 214 €, est également ordonnée.
Un hoquet de stupeur a secoué la salle. 3 ans de prison ferme. C'était bien plus que ce que leur avocat avait espéré. Ma mère s'est effondrée en sanglots bruyants. Mon père est resté figé, le visage livide. Le juge a ensuite regardé vers la galerie. Quant à vous, mademoiselle Camille Dumont, votre procès pour complicité, recel et falsification de documents aura lieu le mois prochain. Au vu des éléments du dossier, je vous conseille de vous préparer sérieusement. Le marteau est tombé, scellant leur destin. Et avec lui, le poids de toute une vie de sacrifices et de mensonges s'est enfin envolé de mes épaules. Sortir du tribunal a été comme refaire surface après une longue apnée. L'air de Lyon m'a semblé plus frais, le ciel plus clair. Le verdict était tombé, lourd et définitif. La justice avait été rendue, pas une justice vengeresse, mais une justice nécessaire. Une frontière avait été tracée. Les jours qui ont suivi ont été étranges, un mélange de vide et de possibilités infinies. Le silence dans mon téléphone était la chose la plus frappante. Plus d'appels de numéros inconnus, plus de messages de chantage, plus de supplications. Juste le silence. Un silence que j'ai mis du temps à apprivoiser, mais qui est rapidement devenu synonyme de paix. Il était temps de reconstruire. La première étape a été de quitter mon appartement, un lieu désormais chargé de trop de mauvais souvenirs. Je voulais un endroit qui n'appartenait qu'à moi, un sanctuaire où je pourrais me sentir en sécurité. J'ai trouvé un petit appartement lumineux sur les pentes de la Croix-Rousse, avec un petit balcon donnant sur les toits de la ville. C'était modeste, mais c'était à moi. Personne d'autre n'avait la clé. Julien et quelques amis proches m'ont aidé à déménager. Nous avons transporté les cartons dans la bonne humeur, remplissant le vide de l'appartement avec des rires et de la musique. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais légère. C'est au milieu de ce chaos joyeux que mon téléphone professionnel a sonné. C'était Madame Leclerc, ma chef des ressources humaines. « Bonjour Sophie, j'espère que je ne vous dérange pas en plein week-end. »« Pas du tout », ai-je répondu, un peu inquiète. « Je voulais juste vous transmettre un message de la part de la direction. Nous avons suivi, de loin et avec discrétion, la situation que vous avez traversée. La manière dont vous avez géré cette crise personnelle, avec méthode, calme et une détermination sans faille, n'est pas passée inaperçue. » Elle a fait une pause. « Vous avez identifié un risque majeur, vous avez collecté des preuves, vous avez protégé vos actifs et vous avez suivi une procédure légale jusqu'à son terme. Ce sont précisément les qualités que nous recherchons pour un poste à haute responsabilité. » J'écoutais, sans vraiment comprendre où elle voulait en venir. Le poste de directrice du département de la gestion des risques va être vacant le mois prochain. La direction a décidé de vous le proposer. C'est une promotion importante, Sophie. Si vous l'acceptez. Je me suis assise sur un carton, abasourdie. Une promotion. Une reconnaissance. Ironiquement, la plus grande crise de ma vie venait de devenir mon plus grand atout professionnel. La force qu'ils avaient tant exploitée était désormais reconnue pour sa vraie valeur. J'ai accepté sans hésiter. La vie reprenait ses droits. Les blessures commençaient à cicatriser. J'aménageais mon nouvel appartement, je prenais mes marques dans mon nouveau poste. J'apprenais à vivre pour moi, à prendre des décisions basées sur mes propres désirs et non sur les besoins des autres. Bien sûr, tout n'était pas rose. Il y avait des moments de tristesse, des vagues de deuil pour la famille que j'aurais aimé avoir, mais que je n'avais jamais eue. Il y avait la colère qui remontait parfois, sourde et tenace. Mais ces moments étaient de plus en plus rares. Ils étaient remplacés par un sentiment de fierté et de paix intérieure. Un mois plus tard, le procès de Camille a eu lieu. Elle a été reconnue coupable et condamnée à 18 mois de prison, dont 6 fermes, ainsi qu'à une lourde amende. La justice avait suivi son cours jusqu'au bout. Ma nouvelle vie était là. Un nouveau chez moi, un nouveau poste, une nouvelle liberté. Le puzzle de mon existence se remettait en place, pièce par pièce, créant une image plus belle et plus authentique qu'auparavant. La vie semblait enfin me sourire. Mais même dans ce nouveau départ, une dernière ombre du passé, un dernier écho de leur manipulation, tentait de s'accrocher à moi. Un dernier message est arrivé, testant une dernière fois les fondations de mon nouveau monde. La notification est arrivée un soir, alors que je préparais mon premier vrai dîner dans mon nouvel appartement.
Julien était là, m'aidant à accrocher des cadres au mur. Des choses simples, une photo des Alpes, une affiche d'un film que j'aimais, des souvenirs de voyages que j'avais fait seul. Des morceaux de ma propre histoire, affichés fièrement. Le message venait d'un numéro que je ne connaissais pas, mais mon instinct m'a immédiatement dit de qui il s'agissait. Un avocat. Leur avocat. Le message était court et formel. C'était une proposition. Mes parents, depuis leurs prisons respectives, étaient prêts à abandonner toute procédure d'appel, à accepter leur sort sans plus de vagues. En échange, ils ne demandaient qu'une seule chose, que j'écrive une lettre au juge d'application des peines, une lettre demandant un aménagement de peine, une libération conditionnelle anticipée pour raison familiale. Ils jouaient leur dernière carte, celle de la fille qui, une fois la colère passée, serait rongée par la culpabilité. Julien a vu mon visage se figer. Qu'est-ce qu'il y a ? Je lui ai montré le téléphone. Il a lu le message et a secoué la tête. Des manipulateurs jusqu'au bout. Ne réponds même pas, ignore-les. Pendant un instant, j'ai hésité. Une infime partie de moi, un vestige de l'ancienne Sophie, a ressenti une pointe de pitié. L'image de mes parents, vieillissants, en prison. Mais ensuite, je me suis souvenu. Je me suis souvenu de tout. De l'appel à mon employeur. Du vase brisé. Des années de mensonges. De leur absence totale de remords. Non, ai-je dit, plus pour moi-même que pour Julien. Je ne vais pas ignorer. Je vais répondre. Mais pas à eux. Je me suis assise à ma nouvelle table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper un email. Le destinataire n'était pas leur avocat. C'était le greffe du tribunal, à l'attention du juge d'application des peines. Monsieur le juge, j'ai été informé que mes parents, Richard et Nathalie Dumont, sollicitaient de ma part une lettre de soutien en vue d'un aménagement de leur peine. Je tiens à vous informer par la présente que non seulement je ne rédigerai aucune lettre de soutien, mais que je m'oppose fermement à toute mesure de clémence anticipée. Ce que mes parents ont fait n'était pas une erreur, ni un acte isolé de désespoir. C'était une série de choix délibérés, calculés, commis sur plusieurs années. Des choix de voler, de mentir, de manipuler et de détruire. La seule et unique chose qu'ils regrettent aujourd'hui n'est pas le mal qu'ils ont fait, mais simplement de s'être fait prendre. Leur libération anticipée ne servirait qu'à valider leur croyance qu'ils peuvent échapper aux conséquences de leurs actes. Pour ma sécurité financière et psychologique, et pour le respect du jugement que la Cour a rendu, je vous demande de maintenir leur peine dans son intégralité. Ils ont choisi leur chemin, je choisis désormais de vivre le mien, en paix, et à l'abri d'eux. Veuillez agréer, monsieur le juge, l'expression de ma respectueuse considération. Sophie Dumont. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Un poids énorme, le dernier vestige de la culpabilité qu'ils avaient essayé de m'imposer, s'est dissous. C'était fini. Vraiment fini. Quelques jours plus tard, un autre message est arrivé. D'un numéro différent. Cette fois, je savais que c'était l'un d'eux, probablement via le téléphone d'un codétenu. Le message était court, presque pathétique. Quand nous sortirons, nous n'aurons nulle part où aller. Nous n'aurons plus rien. S'il te plaît. J'ai regardé ce message pendant un long moment. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais dit oui, à toutes les fois où j'avais sacrifié mes propres besoins pour les leurs. J'ai pensé à la Sophie de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, qui se serait sentie coupable, qui aurait cédé. Mais cette Sophie n'existait plus. J'ai tapé ma réponse, la dernière chose que je leur dirai jamais. Vous avez eu 31 ans de chance avec moi. J'en ai une seule pour moi maintenant, et je vais la garder précieusement. Puis, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des années plus tôt. J'ai bloqué le numéro. En appuyant sur ce bouton, j'ai senti la dernière chaîne, la plus invisible mais la plus solide, se briser. J'étais enfin, totalement, et irrévocablement libre. Mais que fait-on de cette liberté après avoir vécu si longtemps dans une cage, même si elle était dorée ? On apprend à voler. Ce soir-là, après avoir envoyé mon dernier message et bloqué leur numéro, je me suis tenue sur mon petit balcon. Le ciel au-dessus de Lyon passait du bleu profond au violet, et les lumières de la ville commençaient à scintiller comme une promesse. Pour la première fois, je ne regardais pas ce paysage en pensant à ce que je devais faire pour les autres,
mais à ce que je voulais faire pour moi. Julien est sorti me rejoindre, me tendant un verre de vin. Il a trinqué avec le mien. À la liberté, a-t-il dit doucement. À la liberté, ai-je répondu, et pour la première fois, le mot avait un sens plein et entier. À l'intérieur, quelques amis proches discutaient joyeusement. Ils n'étaient pas là par obligation, pas parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de moi. Ils étaient là parce qu'ils tenaient à moi. Ils étaient la famille que j'avais choisie, une famille basée sur le respect mutuel, le soutien et l'honnêteté. En les regardant rire, j'ai compris une chose fondamentale. Toute ma vie, on m'avait appris que la famille était une question de sang, un lien indéfectible qui excusait tout, supportait tout. C'était faux. La famille, la vraie, ce sont les gens qui vous aident à grandir, pas ceux qui vous maintiennent petits pour mieux vous contrôler. Ce sont ceux qui applaudissent vos succès, pas ceux qui les considèrent comme une ressource à exploiter. On attend toujours de vous que vous soyez le pilier de la famille, le fort, la responsable. C'est un rôle flatteur au début, mais c'est un piège. C'est une cage dorée. On vous couvre de compliments pour que vous continuiez à porter le fardeau sans vous plaindre. Et le jour où vous décidez d'utiliser cette force non plus pour porter les autres, mais pour vous tenir debout et protéger vos propres frontières, c'est là que le masque tombe. C'est là que le pilier devient la cible, que le fort devient l'égoïste, que la responsable devient la traîtresse. Ils ne m'ont jamais pardonné d'être devenue plus forte que ne le souhaitait. L'ironie de toute cette histoire ? C'est qu'en me formant pour être leur gestionnaire de risques personnels, ils m'ont appris à être impitoyable dans l'analyse. Et à la fin, après des années à gérer les risques qu'ils créaient, j'ai réalisé que le plus grand risque, le plus toxique, le plus dangereux pour ma survie, c'était eux. Alors, j'ai géré ce risque. Je l'ai isolé, contenu, et finalement, éliminé de ma vie. Aujourd'hui, je vis une vie plus simple, mais infiniment plus riche. Une vie où un « non » n'est pas un acte de guerre, mais une affirmation de soi. Une vie où ma générosité est un choix, pas une obligation. Une vie où ma tranquillité d'esprit n'a pas de prix. J'ai appris que pardonner ne signifie pas forcément réconcilier. On peut pardonner à quelqu'un pour le mal qu'il nous a fait, tout en choisissant de ne plus jamais lui donner l'opportunité de recommencer. Mon pardon, c'est ma liberté. C'est de vivre ma vie loin d'eux. Je sais que mon histoire est extrême, mais je sais aussi que je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule à qui on a demandé de se sacrifier sur l'autel de la famille. Je ne suis pas la seule à avoir été piégée par l'amour et la culpabilité. C'est pourquoi je voulais partager ça avec vous. Si mon histoire résonne en vous, si vous aussi avez dû être le fort ou la forte, si vous avez connu la douleur de la trahison venant de ceux qui auraient dû vous protéger, partagez votre expérience dans les commentaires. Parfois, le simple fait de savoir qu'on n'est pas seul peut être la première étape vers la guérison. Racontez-moi votre histoire. Laissez un pouce bleu si vous avez compris ou soutenu ma décision, cela m'aide énormément. Et surtout, si vous voulez entendre d'autres histoires de vie, de résilience et de reconstruction, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Votre soutien est précieux et me donne la force de continuer à partager. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais que vous avez le droit de protéger votre paix. C'est le bien le plus précieux que vous posséderez jamais.